Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers où l'on parle de sommeil, de nutrition, de santé physique et de santé mentale et comment améliorer ses habitudes pour être en meilleure santé basée sur la science et l'expérience. Je suis Baptiste Tasson et je suis un étudiant pour la vie qui partage les choses que j'apprends concernant la santé pour en faire bénéficier le plus grand nombre gratuitement et rapidement. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la nutrition et plus particulièrement de pourquoi et comment traquer ses macros lorsque vous suivez un régime carnivore. Et enfin, nous aborderons également le sujet des calories et de pourquoi elles ne sont pas aussi utiles et nécessaires que vous pouvez l'imaginer. Lorsque vous suivez un régime carnivore, peu importe si votre but est d'exploser vos objectifs de santé, vous construire un super physique ou bien simplement vous sentir en pleine forme comme jamais auparavant, il est important d'être précis et de traquer ces macronutriments. Si vous ne le faites pas, c'est l'équivalent de vouloir construire une maison avec un marteau et un burin sans mesure ni plan d'architecte. Cela vous permet de savoir précisément ce qui alimente votre corps et de pouvoir constater comment ce dernier répond. Comme ça, plus de devinettes sur les causes de vos soucis. En traquant vos macros, vous pouvez connaître les quantités de protéines, de graisses et de glucides ingérées et ainsi être en mesure de prendre des décisions rationnelles et informées pour vos performances et pour votre santé. Parlons un peu de protéines. Les protéines, c'est tout simplement la pierre angulaire du régime carnivore. Quand vous consommez des protéines, votre corps les décompose en acides aminés. Les acides aminés, ce sont un composé organique permettant la réparation et la reconstruction des tissus, apportant son soutien également au système immunitaire et enfin transportant les nutriments dans votre corps. Les exercices physiques intenses créent des déchirures microscopiques dans les fibres musculaires et c'est le flux d'acides aminés venant de la décomposition des protéines qui aide à réparer et reconstruire ces fibres, les rendant plus fortes et plus résilientes au cours du temps. C'est pourquoi il est si important quand vous êtes en régime carnivore, mais même lorsque vous ne suivez pas de régime carnivore, d'avoir des protéines. C'est ce qui structure notre corps, c'est ce qui structure nos muscles. Bien que notre corps soit fait à 70% d'eau, eh bien le reste, ça reste quand même des tissus, etc. Et vous avez besoin pour ces tissus de protéines, quoi qu'il arrive. Et les meilleures protéines qui sont disponibles, celles qui sont le mieux biodisponibles en tout cas, ce sont celles présentes dans les sources animales, dans la viande concrètement, et notamment dans la viande rouge encore plus, parce que certes, si vous êtes vegan ou végétarien et que vous mangez un maximum de protéines végétales, certes, ce sont des protéines, mais ces protéines ne sont pas forcément et ne sont pas du tout même autant biodisponibles que les protéines qui sont présentes dans la viande. Et de ce fait, eh bien, vous êtes obligé de manger de plus grandes quantités pour de ces protéines, hein, pour avoir les mêmes quantités de vitamines et de nutriments qui vous sont apportés par des quantités bien plus faibles de viande. Donc, c'était pour les protéines. Pour les graisses, maintenant, eh bien, les graisses, elles sont souvent démonisées, mais elles sont tellement importantes pour votre corps. Elles gardent votre moteur de carnivore tourné correctement. Oubliez l'idée des repas pauvres en matières grasses et en acides gras saturés provenant de sources animales. Les graisses sont ici votre source primaire de carburant et elles jouent un rôle majeur dans la production d'hormones, le fonctionnement des cellules de votre corps et la satiété. Et elles sont aussi essentielles pour la production des hormones sexuelles telles que la testostérone ou l'œstrogène, mais aussi du cortisol,
Toutes ces hormones sont des hormones vitales pour les êtres humains qui régulent tout, de la croissance musculaire à la libido, en passant par la réponse au stress et le sommeil. Lorsque vous suivez un régime carnivore, il ne s'agit pas juste de manger de la viande, mais il s'agit de manger de la viande pour avoir des protéines, mais également de manger de la viande et peut-être d'autres choses pour avoir des graisses animales aussi. Ces fameuses matières grasses saturées qui sont si démonisées de nos jours. On nous dit que il ne faut pas qu'on en consomme beaucoup parce que c'est pas bon pour notre cholestérol et que c'est pas bon pour notre cœur, pardon. Encore une fois, il n'y a aucune étude qui a réussi à montrer une corrélation entre des taux de cholestérol élevés et des risques supplémentaires de développer des maladies cardiaques. Et inversement, il y a des études dans lesquelles des groupes ont été donc soumis à un régime faible en cholestérol, donc les régimes qu'on prône aujourd'hui, qu'il faut que l'on mange, et il y avait un taux de mortalité plus important dans les groupes où on essayait de diminuer les taux de cholestérol que dans ceux où les taux de cholestérol pouvaient être au-dessus de la moyenne. Les graisses, elles sont fondamentales parce que les protéines ne sont pas votre source primaire de carburant. Les graisses vont l'être, surtout lorsque vous êtes lorsque vous suivez un régime carnivore, puisque quand vous n'êtes pas dans l'état de cétose et que vous consommez des glucides, ça va être les glucides hein, et le glycogène notamment, qui vont être vos sources primaires de carburant. Là, en régime carnivore, ça va être surtout les graisses et c'est pour ça qu'il faut en apporter, tout comme les protéines, dans les bonnes proportions et il faut en apporter suffisamment pour que les protéines puissent faire leur travail de réparer votre corps et vos muscles et les faire grossir, etc. si c'est aussi votre objectif. Euh, et puis les graisses pour qu'elles puissent vous fournir de l'énergie. Le troisième macronutriment, après les protéines et les graisses, ce sont donc les glucides. Cet ingrédient est présent de partout et même dans des nourritures qui ne devraient pas en contenir. C'est pourquoi, à partir de maintenant, si vous ne le faites pas déjà, il faut que vous lisiez toujours la liste des ingrédients de ce que vous achetez. Déjà, premièrement, s'il y a plus de 4 ingrédients dans ce que vous achetez, eh bien, cette nourriture est sans doute déjà trop transformée pour être bonne pour votre santé. En effet, c'est une vidéo de Sacha Lane, il me semble que j'ai regardé. Il y a un moment de cela, et dans cette vidéo, il explique que plus une nourriture va être transformée, moins elle va bénéficier à celui qui va l'acheter et plus elle va bénéficier à celui qui la vend. C'est-à-dire que quand vous allez acheter des Oreos qui contiennent pas loin peut-être certainement entre 10 et 15 ingrédients, peut-être même plus, les Oreos, certes, ils vont être bons en bouche pour vous, et comme toute la malbouffe, hein, c'est très bon en bouche, hein, les burgers, les pizzas, tous les biscuits, tous les trucs d'apéro, les chips, etc. Tous ces trucs-là ont des bons goûts en bouche, mais c'est tellement transformé qu'en fait, ça va vous détruire vous, ça va impacter négativement votre corps et votre santé, et ça va donc plus bénéficier à celui qui vous l'a vendu, à l'entreprise qui fabrique les Oreos, les chips, les burgers, les pizzas, etc. Ça va plus bénéficier ces personnes-là que vous, puisque ça ne va pas vous apporter vraiment d'énergie, puisque ça aura plus tendance à vous en prendre, parce que ça va déclencher dans votre corps des, des réponses qui vont demander de l'énergie, hein, de l'inflammation, etc., qui vont vous demander des ressources pour les combattre. Et puis, ça va, sur le long terme, de toute façon, vous rendre en mauvaise santé. Donc, si j'ai bien un conseil, et moi aussi, des fois, j'oublie, mais surtout quand vous achetez des nouveaux produits, mais là, si vous ne l'avez jamais fait de votre vie, regardez les produits que vous achetez et regardez la liste des ingrédients. Comme je vous ai dit, déjà, s'il y en a plus de 4 et que vous suivez un régime carnivore, il y a un problème.
La viande, il ne devrait y avoir qu'un seul ingrédient, c'est 100% de viande, quoi qu'il arrive. Faites très attention notamment de ce côté-là à tout ce qui est viande hachée, steak haché, etc. et même les grillades. Faites très attention parce que dans la plupart des cas, euh, il faut vraiment faire attention et regarder la liste des ingrédients parce qu'il y a beaucoup de ces ingrédients-là, enfin de ces aliments-là, pour lesquels vous allez lire les ingrédients, vous allez voir viande de bœuf hachée 80% par exemple. Et ensuite, vous verrez que, par exemple, dans des steaks hachés ou dans de la viande hachée, ensuite, vous verrez qu'ils ont complété ça avec du sucre, ils ont complété ça avec des protéines végétales, donc avec du soja, etc. Et ça, c'est le genre de truc que vous ne voulez pas. Alors, généralement, cette viande va être moins chère, forcément, parce qu'il y a moins de viande euh, en tant que telle, donc forcément, ce sera moins cher. Mais lorsque vous achetez des steaks hachés, de la viande hachée, faites très attention et prenez du 100% pur bœuf, si c'est du bœuf, ou pur porc, s'il y a du porc. Mais prenez du 100%. Et quand vous allez dans le rayon boucherie d'un supermarché, normalement, si vous allez sur les pièces qui ont été découpées par le boucher, à part si ce sont des pièces marinées, etc., normalement, il y aura même pas la liste des ingrédients parce que ce sera directement le morceau de viande qui sera emballé dans sa barquette et là, vous n'aurez pas de problème. Mais faites donc très attention et pour une fois que vous avez vos habitudes, que vous achetez vos morceaux de viande, vos œufs, votre beurre, peut-être un peu votre fromage, etc., si vous changez, parce que de temps en temps, ça va vous arriver, vous allez avoir envie de manger un autre fromage, de prendre un autre beurre peut-être parce que celui que vous preniez d'habitude, il est plus disponible, etc. Faites cet effort constamment de regarder la liste des ingrédients pour voir s'il n'y a pas d'ajout de merde dans vos ingrédients, pour voir s'il n'y a pas d'ajout d'huile de tournesol, de sirop de glucose, de dextrose ou de sucre. Parce que le dextrose, ça a un nom qu'on ne comprend pas, on ne sait pas ce que c'est le dextrose. Le dextrose, c'est du sucre. N'allez pas plus loin. Le dextrose, on en retrouve très souvent dans tout ce qui va être charcuterie, le jambon et tous les saucissons, les sirops de glucose aussi. Et puis le dextrose, on va aussi en retrouver dans les lardons. Les lardons, c'est très compliqué d'en trouver qui sont faits sans dextrose, glucose, etc. Mais sachez que ça n'a rien à faire dans ces ingrédients-là. C'est censé être salé des lardons. Il n'y a pas censé avoir de sucre à l'intérieur. S'ils en mettent, c'est simplement pour que ça ait un meilleur goût en bouche et que ça vous rende un peu addict et que du coup, vous allez continuer d'acheter cette marque et vous n'allez pas aller voir d'autres marques parce qu'elles sont moins chères, etc. Donc ce sont des stratégies qui sont faites et ça vous, eh bien, mine la santé sur, en fait, sur le long terme, tout simplement. Donc faites très attention. Je sais que c'est pas évident. Heu, Moi je le fais, mais voilà, je sais que ma famille, alors personne dans ma famille ne suit le même régime que moi, mais je sais que c'est très compliqué, pour certaines personnes dans ma famille, de changer leurs habitudes et de regarder les ingrédients parce qu'on a la chance de vivre dans un pays et même sur un continent où il y a des règles qui sont en vigueur, où chaque ingrédient et même chaque aliment est obligé de donner la liste des ingrédients précise et ils sont obligés de donner aussi les valeurs nutritionnelles. Et ça, pour l'objet de cet épisode du podcast, et bien pour l'épisode du jour, c'est très important et très intéressant d'avoir les valeurs nutritionnelles. Et on a la chance d'avoir ces données-là, et trop souvent on ne les regarde pas, on ne les prend pas en considération, et c'est bien dommage. Et surtout, les valeurs nutritionnelles, on s'en fout. Le Nutri-Score, on s'en fout. Le plus important, c'est de regarder déjà les ingrédients. S'il y en a plus de 4, c'est probablement beaucoup trop transformé pour être bon pour votre santé. Et de surcroît, s'il y en a plus de 4, il y aura très certainement du sucre ou des huiles végétales, voire les deux, dans les ingrédients de ce que vous allez acheter. Donc, évitez à tout prix. Et puis, voilà, il faut faire attention parce que, enfin, il faut absolument lire. Voilà, je sais pas comment vous le dire. Lisez absolument.
tous les ingrédients de chaque article que vous mettez dans votre panier. C'est pas compliqué, même si vous faites le drive sur votre PC, regardez la liste des ingrédients par pitié. Ce faisant, vous pouvez donc éviter, comme je viens de vous le dire, les pièges et les glucides, et ainsi vous engager pleinement dans ce mode de vie qu'est le régime carnivore et en retirer tous ses bénéfices. Parce que bah, si vous croyez que vous mangez un régime carnivore, mais qu'en fait vous mangez plein de viande, de fromage, qui sont pleins d'huile de tournesol, qui sont pleins de sucre, etc. Et ben en fait, vous allez jamais atteindre ce dont nous avons parlé dans le dernier épisode concernant la nutrition. Vous allez jamais atteindre l'adaptation aux graisses optimale et vous allez jamais pouvoir tirer tous les bénéfices du régime carnivore et vous allez peut-être même croire que ce régime ne marche pas pour vous, que ce régime ne marche pas alors que bah, c'est pas forcément le cas, c'est juste que vous mettez des choses dans votre corps qui font que effectivement là ça ne marche pas. On va maintenant parler de quelque chose qui est l'effet à double tranchant de la commodité. On va prendre l'exemple de MyFitnessPal, qui est donc une application permettant de traquer très facilement vos macros grâce à une interface très simple d'utilisation, la possibilité de scanner des codes barres directement et une base de données gigantesque vous permettant de trouver n'importe quelle nourriture. Cependant, cette commodité vient avec une mise en garde sur la précision. En effet, la base de données de l'application repose grandement sur des entrées générées par les utilisateurs, ce qui peut être aussi fiable que des prévisions météo durant un ouragan. L'erreur est humaine après tout. Une application qui semble un peu mieux que MyFitnessPal s'appelle Chronometer, donc Chronometer. Chronometer, c'est une application qui jure par la précision des données et elle est donc parfaite pour toute personne sérieuse à propos du régime carnivore, en particulier pour ceux devant gérer des conditions de santé ou bien ceux ayant des objectifs ambitieux pour leur physique. Tout est bien sûr une question de préférence individuelle. Si vous êtes nouveau dans la traque de vos macronutriments et que vous préférez la simplicité et la commodité, MyFitnessPal est un super point de départ. Si vous êtes un carnivore guidé par les données, priorisant la précision, ou si vous avez besoin de contrôler étroitement vos macronutriments, Chronometer est bien plus adapté. Comme toujours, expérimentez, explorez les outils qui vous permettent de traquer vos macronutriments en toute confiance et d'atteindre vos objectifs. On va reparler vite fait donc sur ce point des bases de données. Et notamment aussi pour Chronometer. MyFitnessPal, je l'ai un tout petit peu utilisé, mais je suis très vite passé sur Chronometer et j'utilise actuellement Chronometer depuis eh bien, plus de 2 mois maintenant, quotidiennement. Donc c'est vraiment une très bonne application, et il y a effectivement pas mal d'ingrédients, en base de données qui ont été référencés par, des organismes, hem, qui sont, des organismes, gouvernementaux même, je crois. Et en tout cas, si c'est pas gouvernementaux, ce sont des organismes assez connus, et assez fiables. Comme, par exemple l'USDA, ça vous pouvez, l'entendre, heu, enfin l'USDA on en entend souvent parler, hein, quand on s'intéresse au régime carnivore. Donc USDA ça veut dire bien évidemment, United, State Department of Agriculture, quelque chose comme ça. Hem C'est ça. Voilà, donc c'est le département d'agriculture des États-Unis, donc c'est certainement quelque chose de gouvernemental, j'en sais rien. Bref, dans le chronomètre, il y a pas mal d'aliments qui sont référencés par l'USDA, donc ça, ce sont des sources qui sont généralement assez fiables. Mais pour nous, Français, par exemple, il y a quand même pas mal d'ingrédients qui sont pas référencés. Parce que bah, il y a plein de marques, il y a tellement de marques différentes, ne serait-ce qu'en France et dans un seul supermarché que déjà c'est compliqué.
Déjà, ce que je vous recommande, c'est que si vous utilisez Chronometer, vous avez la possibilité de créer un aliment personnalisé. Et c'est là où justement les tableaux de valeur nutritionnelle qui sont présents sur les emballages de nos aliments que l'on achète, c'est là qu'ils entrent en jeu et c'est là qu'ils sont très intéressants pour nous dans notre track de macronutriments. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est que dès que vous avez un aliment et pour lequel vous disposez euh, valeurs nutritionnelles, eh bien, créez un aliment personnalisé sur Chronometer avec les valeurs que vous allez rentrer du tableau de valeurs nutritionnelles que vous avez. Alors sur Chronometer, il y a toute la nutrition avancée, etc., avec vraiment toutes les vitamines, etc. Bon, ça, on n'a pas forcément accès, mais déjà, de simplement savoir matière grasse, glucides, lipides, c'est les matières grasses, pardon, glucides, protéines, les fibres, le sel, et cetera. Déjà, ça, c'est amplement suffisant. Donc, dès que vous avez un aliment, par exemple, vous achetez un emmental, vous allez avoir le tableau de la valeur nutritionnelle. Vous allez dans Chronometer, vous créez un nouvel aliment relatif à cet emmental une bonne fois pour toutes, et puis à chaque fois que vous en consommerez, vous pourrez rentrer les valeurs. Donc Chronometer, c'est en plus assez simple quand même, je trouve, d'utilisation. J'ai pas vraiment eu de problème avec ça. Le seul problème, c'est vrai que quand vous allez acheter de la vraie viande, et pas forcément par exemple des steaks ou de la viande hachée, où là vous allez avoir des valeurs nutritionnelles, quand vous achetez de la vraie viande, par exemple de la basse côte de bœuf ou du rôti d'échine de porc, euh, eh bien, lorsque vous allez faire ça, généralement, il va pas y avoir les valeurs nutritionnelles. Dans Chronometer, c'est là où il faut chercher un peu, farfouiller. Généralement, ils y sont. La plupart des types de viande y sont. Des fois, ça peut arriver qu'il y en ait qui n'existent pas, qu'il n'y ait pas de données. Par exemple, pour la basse côte de bœuf, je n'ai pas trouvé. Et là, bah, juste ce midi, au moment où je tourne cet épisode, j'ai mangé de l'araignée de porc et Chronometer, il connaît pas du tout l'araignée de porc. Donc ce que j'ai fait, bah, c'est que j'ai tout simplement demandé à ChatGPT de me donner les valeurs nutritionnelles. Alors, il faut faire attention et on va en reparler. Juste après d'ailleurs, donc je vais peut-être pas forcément en parler, mais j'ai demandé à ChatGPT les valeurs nutritionnelles, donc soit pour la viande crue, soit pour la viande cuite. On verra la différence tout de suite. Mais ça peut être un bon outil parce que ChatGPT, il va aller chercher les infos comme il faut, plutôt que d'essayer potentiellement d'aller sur le site où vous pouvez faire le drive et aller essayer de chercher les ingrédients et les valeurs nutritionnelles pour la viande. Je suis même pas sûr qu'elles soient données, donc voilà, ça peut être assez intéressant de faire ça. Euh, et donc, vous créez un nouvel aliment, encore une fois, avec les valeurs que vous donne à peu près ChatGPT. Vous faites grosso modo, parce que là on peut pas vraiment avoir les valeurs. Donc, on en a certaines, mais voilà. Mais Chronometer, c'est une très bonne application. Je trouve qu'elle est facile à prendre en main et, euh, et c'est très pratique pour traquer ses macros. Donc, un des pièges dans lequel même les plus expérimentés tombent, c'est la différence entre la masse de la viande crue et celle de la viande cuite. Car en cuisant, vous le savez, vous l'avez déjà constaté, la viande va perdre de l'eau et sa taille va diminuer, parfois de manière spectaculaire, réduisant ainsi sa masse. Donc, faut-il choisir de peser la viande crue ou la viande cuite pour vos macros? La réponse, c'est que crue ou cuite, peu importe, choisissez-en une et restez avec ça pour toujours. La régularité est la clé, comme d'habitude. Donc, c'est-à-dire que si vous prenez l'habitude de peser votre viande avant de la faire cuire, eh bien, dans vos chronométeurs, vous rentrerez les informations pour tant de grammes de viande crue. Maintenant, si vous voulez la viande cuite, eh bien, c'est là que si vous préférez, pardon, peser votre assiette de viande après avoir fait cuire, bah, vous restez avec ça
pour toujours et vous restez là. C'est là où quand vous demandez à ChatGPT, généralement, il faut lui demander s'il n'a pas des estimations possibles pour la viande cuite, pour les données en viande cuite, parce que généralement, il va vous donner, si vous lui précisez pas, il va vous donner les valeurs nutritionnelles pour la viande crue. Donc si vous avez, enfin si vous faites comme moi et que vous pesez votre viande cuite, eh bien, faut lui demander une estimation parce que les chiffres varient un tout petit peu et globalement, vous faites la moyenne de ce qu'il vous donne et vous aurez un assez bon ordre de grandeur. Euh, Après, pour ce qui est des valeurs nutritionnelles qui sont données, par exemple, pour de la viande hachée, pour les œufs, pour le beurre, pour enfin tout en fait, bah là, peu importe, hein, de toute façon. Alors je sais pas si c'est les valeurs nutritionnelles crues ou cuits, mais on part du principe que ça va être cuit. Euh, mais c'est certainement les valeurs nutritionnelles pour le cru, mais après ça doit pas vraiment varier. Et puis sur Chronometer, quand vous allez sélectionner un aliment non personnalisé hein, qui est dans la base de données, là aussi faites attention parce que généralement, par contre, là ils ont les données entre un rôti de porc cru et un rôti de porc cuit. Donc il faut faire attention à bien regarder que vous mettez le bon truc parce qu'il va y avoir quand même quelques différences entre les deux types de viande. Donc, bien que les applications vous rendent la vie bien plus facile, leurs bases de données ne sont pas infaillibles, contenant souvent des informations trompeuses qui peuvent saboter vos gains. Essayez le plus possible de toujours vérifier deux fois chaque entrée, en particulier pour la viande transformée ou pour des parties de l'animal que vous consommez et que vous n'aviez jamais mangé auparavant. Donc là, c'est si vous allez utiliser des aliments qui sont déjà présents dans la base de données, demandez à ChatGPT de vous donner des ordres de grandeur ou voire des valeurs assez précises et sur le même ingrédient et vous regardez si ça concorde avec ce qui vous est donné sur l'application. Ça peut être assez intéressant de constater si ça marche ou non. Tout comme les glucides, il faut aussi traquer, comme j'en ai parlé et j'en parle tout le temps quand on parle de nutrition, mais pas que. Donc, tout comme pour les glucides, il faut traquer les huiles végétales qui s'incrustent de façon sournoise dans beaucoup d'aliments et même dans des nourritures qui n'ont aucune raison d'en contenir, comme pour les glucides. Par exemple, on peut retrouver des huiles végétales dans de la charcuterie, du jambon, des saucisses, des merguez, toutes ces choses-là, les grillades. Et encore une fois, faites grandement attention aux mots sucre, sirop de glucose et dextrose dans la liste d'ingrédients. Euh, une autre chose, c'est le Nutri-Score. Le Nutri-Score, c'est quelque chose qui est très très drôle à regarder, surtout quand vous savez quelle merde euh, on nous dit de manger. C'est absolument merveilleux. J'ai le souvenir d'avoir vu sur une caisse donc sur une barquette de viande hachée 100% pur bœuf à 20% de matière grasse, pardon. Un Nutri-Score D. Pourquoi D? Bah forcément, il y a 20% de matière grasse. Ouh là là, c'est pas bon. Les graisses saturées, les graisses animales, attention, c'est pas bon. Si déjà vous regardez la même barquette de la même viande hachée, mais à 5% de matière grasse, alors oui, elle coûtera 3 ou 4 euros plus cher le kilo, mais elle sera Nutri-Score C, voire peut-être Nutri-Score B si vous avez de la chance, mais en tout cas, elle aura un Nutri-Score meilleur. Mais là où je veux en venir de ce Nutri-Score, c'est que donc viande, de la viande, source primaire de nourriture pour les êtres humains depuis des millénaires, d'accord? Sans ça, je ne serais pas là et on ne serait pas là à avoir des débats sur est-ce que la viande c'est bon pour la santé ou non. Sans la viande, on serait toujours des chimpanzés ou des sortes de singes dans la nature et on n'aurait jamais atteint
le niveau de vie où on est maintenant. On serait jamais devenu l'espèce dominante sans la viande. Donc la viande, source primaire de nourriture, qui est démonisée, donc forcément Nutri-Score D. Et ensuite, eh bien, vous regardez d'autres aliments où il y a du Nutri-Score dessus, parce que pas tous ne l'ont. Vous regardez par exemple des brioches, que certains, et moi j'en ai consommé dans ma vie, avant d'être un carnivore. Donc vous regardez des brioches que vous pouvez consommer donc pour le petit déjeuner. Et les brioches, faut regarder que son Nutri-Score c'est C. Et là vous dites, ah ouais, c'est pas mal, c'est mieux que la viande. Vous regardez les ingrédients. Alors les ingrédients, il y en a au moins 10 si c'est pas 15. Bizarre. Et puis évidemment, les ingrédients, ce sont évidemment des céréales, évidemment du sucre, évidemment des huiles végétales, et puis plein d'autres choses, des trucs qui permettent des additifs, des conservateurs qui font que les brioches, elles ne périment pas pendant des mois, etc. Ok. Donc ça, c'est Nutri-Score C. Et pourquoi? Parce que si vous regardez les valeurs nutritionnelles, il va pas y avoir beaucoup de matières grasses. Il y a un peu beaucoup de sucre, enfin il y a pas mal de sucre, donc c'est pour ça que c'est C en fait et que c'est pas A ou B. Puis il y aura des fibres aussi, il y aura un peu des protéines et un peu de sel. Les matières grasses, il y en aura peut-être beaucoup, mais il y aura pas beaucoup de matières grasses saturées. Donc vous regardez ça, vous comparez les deux et vous êtes stupéfait par le constat que, en gros, avec cette histoire de Nutri-Score, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que pour notre santé et pour nos apports énergétiques, pour les besoins d'un être humain, eh bien, il est plus avantageux de manger de la brioche, nourriture ultra transformée avec des dizaines d'ingrédients, avec aucun ingrédient qui sont bons pour la santé d'un être humain, hein. Les céréales, ça fait grossir, ça fait gonfler, c'est pas pour rien qu'on les donne aux animaux. euh, Hein, c'est pas pour rien qu'on donne au bétail des céréales pour qu'ils prennent en volume et que donc ça rapporte plus d'argent quand on vend. Et donc le bétail, c'est des mammifères, donc pourquoi est-ce que l'être humain qui est un mammifère dérogerait à la règle? Bref, les céréales, premier point. Ensuite, le produit ultra transformé, il contient du sucre, mais c'est pas du sucre naturel, c'est du sucre évidemment synthétisé. Et puis il contient des huiles végétales, super, etc. Donc ce truc a des meilleures valeurs nutritionnelles pour un être humain, à ce qui paraît, que de la viande. D'accord? Donc il faut faire vraiment très, très, très attention à ce que vous achetez et attention au Nutri-Score, ça peut être trompeur. Alors, par exemple, les œufs, j'ai pas compris pourquoi les œufs étaient Nutri-Score A, B ou Nutri-Score A des fois même. J'ai pas compris parce que les œufs, ça contient quand même pas mal de graisse animale, mais écoutez, ils ont envie de nous dire que les œufs c'est bon pour la santé, je vais pas les retenir parce que c'est vrai. Mais pour ce qui est du Nutri-Score, faites très attention. Et même pour la viande, il y a des fois, par exemple, Charal, ils peuvent proposer des morceaux de viande marinés ou avec d'autres trucs, ou aux herbes, etc. Faites très attention encore une fois, parce que vous allez voir un Nutri-Score B, par exemple, sur certains pavés de viande, alors que c'est de la viande de bœuf, c'est de la viande de bœuf, et pourtant, ils la mettent Nutri-Score B. Et si vous regardez, bon, certes, c'est pas de la viande grasse de bœuf, hein, c'est majoritairement que du muscle. Donc c'est pour ça que ça a un Nutri-Score aussi haut, mais surtout, faites très gaffe parce que souvent vous allez lire la première ligne et vous allez voir qu'en fait il n'y a que 80% de bœuf et qu'ensuite ils vous ont mis plein de trucs dedans justement pour faire les arômes et des trucs comme ça et que dans ces trucs il y a de fortes chances qu'il y ait du sucre et des huiles végétales. Donc faites très 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 attention, c'est le point de cet épisode. Faites super attention à ce que vous achetez. Ne vous fiez pas au Nutri-Score. Ne vous fiez pas à l'apparence de ce que vous voyez. C'est pas parce que vous avez l'impression qu'il y a que de la viande que c'est vrai ou qu'il y a que du fromage que c'est vrai. Lisez les ingrédients à tout prix.
Dès qu'il y a marqué sucre, sirop de glucose, dextrose, huile de tournesol, huile de colza, huile quelconque, c'est à jeter. C'est pas à jeter, évidemment, on gaspille pas la nourriture, mais c'est à ne pas acheter, vraiment, et à ne pas consommer, euh, par pitié. La précision l'emporte sur les suppositions. Là, on en revient à la traque de vos macros. Pesez exactement ce que vous mangez et rentrez ces informations dans une application pour pouvoir obtenir de la précision. Touchons à présent la notion de l'équilibre entre protéines et graisses lorsque vous suivez un régime euh, carnivore. Donc les protéines, comme on l'a dit, sont la fondation de votre régime, fournissant les éléments constitutifs pour la croissance musculaire, pour la récupération et pour le fonctionnement général de votre corps. Les graisses sont quant à elles le carburant premium fournissant une énergie durable, l'équilibre hormonal et ce sentiment si satisfaisant de satiété. Donc, quel est le bon ratio protéines-graisses pour optimiser ces gains? Pour ceux qui récupèrent d'une maladie, d'une blessure ou d'une inflammation chronique, un ratio avec plus de graisse, environ 70% de graisse pour 30% de protéines en termes de calories, est souvent recommandé. Pour ceux qui souhaitent prendre de la masse musculaire, un ratio plus modéré de graisse est plus adapté, environ 60% de graisse pour 40% de protéines ou même 50-50. Et pour ceux dont l'objectif est la perte de poids, un ratio encore plus faible en graisse peut être efficace, environ 45% de graisse pour 55% de protéines. Mais sur ce dernier point, et on y reviendra peut-être même dans cet épisode-là en reparlant des calories, c'est une technique qui peut marcher de baisser les graisses par rapport aux protéines. Cependant, on verra que bah, les graisses, elles vous remplissent plus vite que les protéines. C'est-à-dire que 1 gramme de graisse va avoir plus de calories que 1 gramme de protéines. Ce qui veut dire que si vous voulez manger le même nombre de calories, eh ben, vous allez devoir manger plus de grammes de protéines que de grammes de graisse. Donc vous allez mettre plus de matière dans votre corps avec les protéines qu'avec les graisses. Donc, bah, peut-être que il vaut mieux manger plus de graisse et moins de protéines si vous essayez de perdre de poids. Parce que même si ça peut vous paraître un peu contre-intuitif au premier abord, en mangeant plus de graisse, vous mettrez moins de matière réelle, de masse dans votre corps, ce qui fait que bah, ça va peut-être probablement même favoriser le fait que vous n'allez pas prendre de la masse. Alors que si vous mangez plus de protéines, comme il faut plus de protéines pour avoir les mêmes quantités d'énergie, vous allez apporter à votre corps plus de masse, plus de grammes, de kilos, et donc bah, potentiellement vous allez prendre plus de grammes ou de kilos. Donc là, les ratios que je viens de donner, c'est pas forcément à prendre au pied de la lettre. Mais bon, c'est aussi pour pouvoir calculer ces ratios qu'il est important de calculer et de traquer vos macros. Parce que le fait de traquer vos macros, vous allez savoir combien de grammes de protéines, combien de grammes de graisse vous avez consommé dans la journée. Et donc, vous allez pouvoir faire à peu près des ratios sur ces deux valeurs, contrairement à si vous ne traquez pas ces choses. Mais la chose la plus importante, c'est avant tout d'écouter votre corps, d'expérimenter différents ratios et de voir, comme je viens de vous le dire, ce qui marche le mieux pour vous et vous permet d'atteindre vos objectifs. Donc c'est pas appliquer bêtement un ratio et espérer que ça marche. Non, c'est appliquer un ratio, regarder comment ça marche pour vous et adapter en conséquence. Bien que les protéines et les graisses prennent une place centrale dans un régime carnivore, n'oublions quand même pas les micronutriments. Même pour un régime basé sur la viande, il est crucial de faire attention à ces micronutriments en s'assurant que vous avez suffisamment de ces nutriments essentiels pour prospérer. Voici une liste de micronutriments dont il faut être conscient en suivant un régime carnivore. Et bien sûr, c'est une liste non exhaustive, hein, et elle n'est pas très grande.
Les électrolytes, premièrement, donc magnésium, potassium, sodium. Les électrolytes, ils sont importants pour votre récupération. Ils sont ultra importants pour votre fonctionnement cérébral aussi, hein, parce qu'ils vont permettre au message électrique d'être mieux transmis, plus rapidement, etc. Donc vous allez être plus vif. Donc les électrolytes, c'est hyper important d'en avoir. Si vous transpirez beaucoup, ça vous le savez, vous l'a certainement déjà dit. Si vous faites des séances de sport enfin, qui vous font énormément transpirer, eh bien, ça peut être intéressant derrière de vous supplémenter en électrolytes euh, à minima. Et puis, il y a aussi euh, toutes les vitamines B qui sont essentielles pour le corps humain, vitamines B qui sont pour la plupart, et notamment par exemple la vitamine B12, qui sont des vitamines qui sont absolument euh, eh bien, essentielles pour l'être humain, mais qui sont surtout trouvables simplement dans la viande pour beaucoup. Donc des vitamines D, B par exemple, vous avez la vitamine B1 qui est la la vitamine B2 qui est la riboflavine, pardon, la vitamine B3 qui est la niacine, la vitamine B5 qui est l'acide pantothénique, la vitamine B6 qui est le pyridoxine et comme je vous l'ai dit, hein, la vitamine B12 qui est la cobalamine. Il y a plein donc enfin, toutes ces molécules, toutes ces vitamines sont ultra importantes pour, pour vous, tout simplement, pour votre corps humain. Vous en avez besoin, les vitamines B, c'est vital. Décrypter les données et faire des ajustements, c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est pour les moments où vos résultats ne sont pas en accord avec vos attentes. Par exemple, pour la perte de poids, si vous ne constatez pas de changement significatif sur la balance au bout de 1 à 3 mois, il est sans doute temps de changer les ratios de graisse et de protéines dans votre alimentation. Ou bien, si vous constatez que vos niveaux d'énergie sont faibles, cela peut être dû à un trop faible apport calorique ou à une consommation trop faible de graisse, car comme nous l'avons dit, les graisses en régime carnivore sont votre source primaire de carburant et il faut vraiment en consommer des quantités peut-être qui vous semblent excessives si vous n'avez, si vous venez de cette doctrine de très peu de graisse. Quand je dis excessive, par exemple, si vous allez faire cuire des œufs dans du beurre, mettez 50 grammes de beurre minimum. Vous pouvez même monter jusqu'à 60-70 grammes de beurre pour faire cuire vos œufs, premièrement. Et puis après, vous essayez d'acheter aussi des morceaux de viande où vous voyez le gras, c'est-à-dire des morceaux de viande marbrés, que ce soit du bœuf, de l'agneau, ce que vous voulez. Vous les voyez très bien, hein, il y a les parties rosées ou rouges qui correspondent au tissu, aux muscles, et puis il y a les parties blanches en général qui sont les parties pour la graisse. Donc vous avez besoin de graisse impérativement. Personnellement, si je regarde à peu près mes ratios, moi je suis plus sur un ratio 50-50 la plupart du temps, hein. Je suis très proche entre les protéines et les graisses et je mange plus de 200 grammes à peu près tous les jours de protéines et plus de 200 grammes tous les jours de graisse. Donc si vous n'êtes pas à ces valeurs-là, si vous êtes bien en dessous, notamment pour les graisses, ça peut être aussi une explication de pourquoi vous avez potentiellement des niveaux d'énergie qui sont faibles. Parce que vous avez besoin des graisses pour votre énergie. Bien qu'il soit rare pour un régime carnivore, il est tout de même possible d'avoir des troubles de la digestion. Pour identifier ce qui déclenche ces troubles chez vous, expérimentez différentes viandes, différentes méthodes de cuisson et différentes sources de graisse. Donc les différentes sources de graisse, ça peut être du beurre, du suie, de la graisse de canard, etc. En traquant vos macros,
En comprenant vos besoins individuels et en faisant des ajustements informés au cours du temps, vous pourrez débloquer le plein potentiel de cette puissante manière de manger et atteindre vos objectifs de santé et vos objectifs de sport. Nous allons passer maintenant de l'assiette à l'application, étape par étape. Souvenez-vous, la régularité est la clé, donc choisissez quelque chose qui vous convienne et continuez à le faire sans cesse. La première étape, c'est de peser la viande crue ou la viande cuite, au choix. Investissez dans une balance digitale, votre nouvelle meilleure amie dans la cuisine. Ça coûte pas très cher, vous en aurez pour quelques dizaines d'euros et généralement ça peut vous tenir une bonne dizaine d'années. Si c'est pas plus, ça dépend à quel point l'obsolescence programmée a été implémentée. La mesure de la masse de la viande crue est plus précise, mais si vous préférez la commodité de la viande cuite, n'oubliez juste pas de le préciser sur votre application pour éviter les problèmes de différence de masse évoqués plus tôt dans cet épisode. L'étape 2, c'est de vérifier les bases de données avant de traquer. Ne tombez pas dans la déception des bases de données. Avant de faire aveuglément confiance au code barre ou à une entrée pré-remplie, faites une double vérification des informations nutritionnelles entre le paquet que vous avez et ce qui est écrit sur l'application, si cela est possible chez vous. Cherchez des entrées vérifiées par des sources réputées, comme je vous l'ai dit, comme l'USDA, le département de l'agriculture des États-Unis. Ou encore mieux, devenez un maître des macros en créant vos propres entrées personnalisées, très attentivement en utilisant des données précises. Attaque 3, l'attaque des graisses. Étape 3 plutôt, l'attaque des graisses. N'oubliez pas ces lubrifiants culinaires. Il est facile de négliger les graisses que vous utilisez pour cuisiner, mais ces cuillerées de beurre et de suif s'additionnent et comptent au final. Mesurez les graisses que vous utilisez pour cuisiner, mettez-les dans votre application et traquez-les comme le précieux carburant qu'elles sont. Chaque gramme compte sur la route de l'optimisation en carnivore. Enfin, étape 4, décryptage des données, analyse de vos progrès comme un chef. Une fois que vous aurez traqué de façon régulière vos macros sur quelques semaines, prenez un peu de temps pour regarder vos données. Atteignez-vous vos cibles de macros de manière régulière? Comment répondent vos niveaux d'énergie, votre composition corporelle et votre bien-être général à votre régime alimentaire? Ajustez vos ratios et les quantités si besoin, en vous souvenant que ceci est un voyage de personnalisation et de réglage. La régularité est reine pour rendre la traque des macronutriments comme une habitude durable. Maintenant que vous avez intégré le monde de la traque des macros, la clé pour le succès sur le long terme est la régularité comme toujours. C'est comme pour prendre du muscle. Vous n'allez pas juste soulever de la fonte une fois et vous attendre à voir des résultats immédiats. C'est la pratique régulière au cours du temps qui vous permet de développer vos muscles. Et pour la traque des macronutriments, c'est la même histoire. Cette traque des macronutriments, justement, eh bien, c'est votre boussole, votre carte, votre guide de confiance dans cette aventure. Cela vous permet de passer d'un passager passif à un conducteur puissant, en contrôle de votre destinée métabolique. En comprenant le carburant que vous fournissez à votre corps, les quantités précises de protéines, de graisses et même de ces glucides et huiles végétales qui sont sournois, vous gagnez le pouvoir d'optimiser votre santé, de transformer votre physique et de débloquer votre plein potentiel en tant que carnivore. Enfin, rappelez-vous que tout ceci ne s'agit pas de règles rigides ou de devenir esclave des nombres. Il s'agit d'autonomie, de prise de conscience et de régler votre approche afin d'atteindre vos objectifs. Il s'agit d'embrasser le voyage, d'expérimenter et de découvrir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Je vous invite donc à embrasser les pouvoirs de la précision. Traquez vos macros, expérimentez des ratios différents,
Écoutez les retours que vous fait votre corps et regardez comme vous embarquez dans un voyage transformateur vers la santé optimale, les performances maximales et une profonde appréciation de l'incroyable pouvoir d'un mode de vie carnivore bien alimenté. Cependant, bien qu'il soit intéressant de traquer vos macros afin de pouvoir connaître et ajuster vos ratios, il ne faut pas tomber dans le piège des calories. Le corps humain n'est pas une locomotive, c'est une machine fonctionnant grâce à des réactions chimiques. Et chaque type de molécule que vous mettez dans votre corps va engendrer des réactions chimiques et hormonales différentes. Par exemple, bien que le glucose et le fructose soient toutes les deux des glucides, ces molécules n'engendrent pas les mêmes réactions dans votre corps. Donc 100 calories de glucose ne valent pas 100 calories de fructose, qui ne valent pas non plus 100 calories de protéines. Ces dernières n'étant pas utilisées en général pour la production d'énergie, mais pour la structure de votre corps. Vous n'êtes pas un moteur à combustion interne. Il n'y a pas d'histoire de calories consommées contre les calories dépensées. Un arbre ou de la terre contiennent des calories, mais en mangez-vous? Si ça n'était qu'une histoire de calories consommées contre des calories dépensées, pourquoi est-ce que vous n'en mangeriez pas au final des arbres ou de la terre? De même, l'eau chaude est plus calorique que l'eau froide. Donc cela signifie-t-il que boire de l'eau chaude va vous faire prendre du poids? Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire ça? C'est complètement absurde, vous en conviendrez. De plus, vous n'allez pas réussir à survivre très longtemps en ne buvant que de l'eau chaude, sans parler du fait que ce soit parfaitement désagréable à faire. Cela ne fournira pas à votre corps l'énergie dont il a besoin. Et plus que tout, votre corps a besoin de nutriments et de vitamines bien plus qu'il n'a besoin de calories. Donc, plus de calories n'implique pas la prise de poids. Il faut vraiment que vous vous rentiez ça dans la tête. Un autre exemple, et c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure entre les calories, entre les protéines et les graisses. Il y a environ 9 calories pour 1 gramme de graisse et 4 calories pour 1 gramme de protéines slash glucides. Certains vont donc se dire, ouh là là, il ne faut absolument pas manger de graisse, c'est trop calorique. Mais dans ces données, la seule partie qui contient une unité de masse, c'est le gramme. Les calories n'ont pas de masse. Les atomes et la matière ont une masse. Les calories sont là pour quantifier une énergie thermique, donc de la chaleur. Chaleur produite par des réactions chimiques qui se font dans votre corps et que ces réactions libèrent de la chaleur. Mais cette chaleur, elle n'a pas de masse. Si on le prend en revanche dans l'autre sens, il faut une masse, comme je vous le disais, plus importante de protéines ou de glucides pour obtenir la même quantité d'énergie qu'avec les graisses. Il faut 2,25 grammes de protéines ou de glucides pour atteindre 9 calories, là où vous n'avez besoin que d'1 gramme de graisse. Donc, vous devrez manger 2 fois plus de masse de protéines ou de glucides que de graisse pour avoir le même nombre de calories par jour. Par conséquent, il semble plutôt logique de manger un ratio plus grand en graisse qu'en protéines pour favoriser la perte de poids. Comme toujours, comme je vous le disais, tout est une question d'expérience et de test. Mais en faisant ainsi, vous mettez moins de matière, qui a une masse, dans votre corps pour la même quantité d'énergie. Revenons au fait que toutes les calories ne se valent pas. Celles provenant des glucides, des céréales, des huiles végétales, des substances chimiques des plantes ou de celles fabriquées par l'homme sont dangereuses pour votre santé. Elles provoquent des effets dévastateurs sur vos hormones. C'est pour cela qu'il faut arrêter à tout prix de croire à cette idée qui est tant mise en avant de nos jours des calories consommées contre les calories dépensées. Pour rappel, l'insuline, dont les niveaux augmentent quand vous consommez notamment des glucides, est une hormone qui implique le stockage de gras dans votre corps. Par conséquent, si ce que vous mangez perturbe grandement vos niveaux d'hormones,
comme ce qui est le cas du régime alimentaire standard, cela peut vous amener à prendre du poids, à souffrir et à être malade. Et, et ce, peu importe si vous dépensez plus de calories que vous n'en consommez. C'est un non-sens complet et nous avons et sommes encore largement désinformés à ce sujet. On nous donne des informations trompeuses et fausses, comme par exemple l'histoire des 5 fruits et légumes par jour. Combien de personnes connaissez-vous qui sont en soi-disant déficit calorique, qui dépensent plus d'énergie qu'elles n'en consomment, notamment en allant faire des activités qu'elles détestent, comme de la course à pied par exemple, de l'endurance, et surtout de la course à pied, pour dépenser un maximum de calories, être en déficit calorique et ne quand même pas réussir à perdre tant de poids que ça, comparé à leurs efforts. Combien de personnes connaissez-vous? Certainement plusieurs. De plus, chaque type de glucides, chaque type de lipides, chaque type de protéines et d'acides aminés sont des molécules organiques complexes et uniques, provoquant des réactions chimiques différentes dans votre corps. Votre corps est une machine chimique et non un moteur thermique, comme nous l'avons déjà dit. Comme votre corps ne brûle pas ce que vous lui apportez, il ne le transforme pas en chaleur et justement, les calories mesurent la quantité de chaleur produite lorsque la chose est brûlée. Sauf que pour vous, c'est une réaction chimique et non une combustion qui a lieu. C'est pour ça que le modèle des calories n'a pas de sens pour l'être humain. Ça ne sert à rien de savoir combien de calories vont vous rapporter vos protéines, parce que vos protéines ne seront pas brûlées pour faire de l'énergie, elles seront utilisées pour la structure de votre corps. Ce sont les graisses qui vont être utilisées pour, euh, comme source de carburant et qui vont donc être brûlées pour produire de la chaleur et pour produire de l'énergie. De plus, ces différentes molécules organiques complexes engendrent des réponses hormonales différentes, comme l'augmentation de l'insuline, qui agit sur des centaines de choses dans votre corps. L'une d'entre elles étant notamment la régulation du taux de glucose dans votre sang, mais en augmentant pour le réguler, cela affecte les autres choses sur lesquelles l'insuline peut agir, causant un déséquilibre hormonal, annulant le processus d'autophagie, bloquant votre hormone de croissance, bloquant la conversion de testostérone en œstrogène chez les femmes, conduisant à des taux trop faibles d'œstrogène et donc au syndrome des ovaires polykystiques, créant aussi une résistance à l'insuline qui peut engendrer la maladie d'Alzheimer ou le diabète, entre autres. Le fructose, un glucide que l'on trouve dans les fruits notamment, bloque la leptine, augmente la gréline, amenant donc à de la surconsommation de nourriture. Donc, il y a différentes réactions chimiques et hormonales dans votre corps engendrées par toutes ces différentes molécules. Et vous ne pouvez pas juste réduire ces molécules à la quantité d'énergie qui est produite quand vous les brûlez, car vous ne les brûlez pas de toute façon. Vous les utilisez en tant que substance chimique. Les protéines et les acides aminés qui en résultent sont là aussi des molécules organiques complexes qui sont des interactions différentes, qui ont des interactions différentes avec votre organisme. Les protéines ne sont pas utilisées pour l'énergie dans la plupart des cas, elles sont utilisées pour la structure physique et pour les éléments constitutifs des molécules dans votre corps. Dans votre ADN, tout est protéines ou acides aminés. Votre corps est fait de protéines. Il sait et se construit et se répare grâce aux protéines. Elles ne sont pas utiles d'un point de vue énergétique. Donc ça n'est pas parce que vous mangez des repas très protéinés et caloriques que vous allez avoir beaucoup d'énergie, car votre corps va utiliser ces protéines pour la structure et non comme source de carburant. Les protéines ont des réactions hormonales différentes dans votre corps. Par exemple, la carnitine aide vos mitochondries à fonctionner et à traiter ce qu'elles reçoivent. Donc peu importe le nombre de calories que vous pouvez obtenir en brûlant de la carnitine, car vous ne la brûlez pas. Vous ne l'utilisez même pas comme source de carburant. Quand votre corps
essaye d'utiliser les acides aminés comme source d'énergie, cela va lui demander de l'énergie car ce n'est ni votre source primaire ni même votre source secondaire de carburant. Et le processus pour rendre ces acides aminés utilisables comme carburant demande par conséquent de l'énergie à votre corps. De même, les acides gras fonctionnent tous différemment dans votre corps et aucun d'entre eux ne peut être réduit à combien de calories vous obtenez si vous les brûlez. Certains d'entre eux sont même utilisés comme structure, comme le DHA, DHA en français, acide docosahexaénoïque ou l'EPA, acide icosapentaenoïque. C'est des noms qui sont super. 20% de la structure de votre cerveau est du DHA. Vous avez des structures physiques dans votre corps, dans votre cerveau, dans votre système nerveux et dans vos cellules qui sont des lipides et du cholestérol. Et ces choses-là ne sont pas utilisées comme source d'énergie, bien qu'elles aient une valeur calorique. Le cholestérol n'est pas utilisé comme source d'énergie, c'est l'élément constitutif de votre corps entier, de larges parties de votre cerveau, la myéline dans votre système nerveux et de vos hormones qui sont toutes synthétisées à partir du cholestérol, tout comme la vitamine D qui au passage est une hormone, et toutes les cellules de votre corps sont faites de cholestérol, la membrane des cellules étant une couche de lipides provenant de molécules de cholestérol. Donc les calories que vous ingérez ne sont en aucun cas toutes faites pour produire de l'énergie thermique. De plus, prenons les fibres, ces éléments soi-disant nécessaires pour l'homme et que l'on nous dit de consommer allègrement. Les fibres sont elles aussi caloriques, sauf que vous ne pouvez pas accéder à ces calories car vous ne possédez pas l'enzyme appelée cellulase et car vous ne fermentez pas la nourriture dans votre système digestif afin d'en absorber les nutriments. Donc, vous ne retirez rien des fibres et elles peuvent même vous nuire en bloquant l'absorption de jusqu'à 30% des nutriments présents dans ce que vous mangez. Donc, vous avez encore moins de calories, encore moins de nutriments au final. Ce n'est pas parce que vous faites passer quelque chose dans votre bouche que cela va être utilisé, voire utilisable comme source d'énergie, ni même absorbé par votre corps. Ce n'est pas comme simplement remettre des bûches dans la cheminée. Rendez-vous compte que de nos jours, nous avons plus de technologie, une accessibilité de la nourriture et une accessibilité au système médical sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Et malgré ça, nous continuons à être de plus en plus malades et à souffrir de plus en plus. Et cela doit s'arrêter au plus vite. Nous ne pouvons pas laisser les industriels de l'agroalimentaire et les laboratoires pharmaceutiques nous détruire la santé pour faire de l'argent. Et pour régler ces problèmes, il suffit de simplement manger un régime alimentaire adapté à notre espèce. Et même après la révolution agricole il y a 10 000 ans, où les hommes se sont mis à manger des plantes, ils les cuisaient, les fermentaient d'une manière que nous ne faisons plus aujourd'hui et qui permettait de réduire la toxicité de ces plantes et de rendre leurs nutriments plus biodisponibles. Or, de nos jours, on ne cuisine plus les plantes de cette manière et beaucoup de personnes ne cuisinent tout simplement plus les plantes et les mangent crues, ce qui est complètement stupide, mais encore une fois, ce n'est pas de leur faute, c'est juste que l'on nous répète à longueur de journée que c'est bon pour notre santé de le faire. Sauf qu'en faisant ça, cela cause tout un tas de problèmes de santé et de souffrances largement évitables. Ce que je veux dire par là, c'est que OK, c'est peut-être pas possible que chaque être humain soit carnivore sur cette planète. Néanmoins, si on est obligé d'utiliser les plantes à un certain point pour pouvoir survivre, il faut revenir à des méthodes de cuisson qui nous permettent d'extraire le maximum de ces plantes tout en faisant en sorte qu'elles nous nuisent au minimum, comme ce qu'on pouvait faire donc au tout début de l'agriculture, et ce qu'on ne fait plus du tout aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même sur donc la totalité des terres agricoles, il n'y a que un tiers des terres agricoles qui sont donc les terres arables
qui sont des terres où on peut faire de l'agriculture et où on peut faire pousser des plantes. Les deux autres tiers, ce sont les terres marginales. Et ces terres-là, bah, ce sont des terres, soit on les laisse tranquilles, soit on peut y élever dessus des animaux qui nous permettent de nous nourrir, bien évidemment. Et pas que d'ailleurs. Il n'y a pas que de la viande qu'on peut retirer des animaux. On peut retirer le cuir, la laine, etc. Et puis même le lait, etc. Donc, ce serait tout de même pas loin d'être un crime contre l'humanité, j'ose bien le dire. Ce serait un crime contre l'humanité que de faire ce que veulent faire, par exemple, les véganes, c'est-à-dire qu'on arrête de faire de l'élevage d'animaux. Ce serait un crime contre l'humanité parce que ça voudrait dire qu'on laisserait tomber 2 tiers des terres agricoles. 2 tiers des terres agricoles. Et qui plus est, on laisserait tomber une source de nourriture qui est ultra dense, ultra riche en nutriments et en vitamines essentielles pour le corps humain. Donc ce serait littéralement un crime contre l'humanité que d'arrêter d'exploiter ces ressources-là. Bien sûr, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je ne cautionne pas les élevages intensifs, je ne cautionne pas tous les abus qui peuvent être faits dans ce milieu. Mais j'ai bien conscience que ce n'est pas tout rose et que, il y a des progrès à faire, mais l'agriculture des plantes, c'est pas mieux. On détruit tout autant la planète et les écosystèmes en, cultivant des plantes que en élevant des animaux et les animaux polluent, et détruisent peut-être moins la planète que les plantes. Donc tout est à remettre en perspective, hem et bien sûr, il y a des améliorations à faire et il y a des choses qui sont évidemment, heu, enfin, on ne peut pas cautionner certaines choses, évidemment, hem, mais on ne peut pas se passer de sources de nourriture telles que la viande. Ça n'est pas possible et ça n'est pas viable. Ça ne pourra pas être faisable. Voilà, ça ne peut pas, enfin, faire en sorte que tout le monde mange à sa faim et mange de la viande, ça n'est peut-être pas faisable non plus avec 8 ou 9 milliards d'êtres humains. Cependant, faire en sorte de nourrir 8 ou 9 milliards d'êtres humains qu'avec des plantes, ben, ça va pas être viable non plus. On va pas tenir très longtemps avant que toutes les terres arables deviennent inexploitables et qu'on n'ait plus aucun moyen de faire pousser des choses. Donc, c'est à nuancer, mais en tout cas, le régime carnivore, c'est un régime qui est beaucoup plus adapté déjà que le régime vegan. Et ça, on y reviendra parce que les véganes, ils n'ont pas forcément tort. Et certaines des raisons pour lesquelles euh, certaines personnes deviennent véganes ou suivent un régime vegan, elles sont en soi nobles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est on leur a pas donné toutes les informations aux véganes. On leur a donné certaines informations pour qu'ils puissent suivre ce régime-là et avoir une haine contre l'industrie de la viande, etc. Mais on leur a pas donné toutes les infos, on leur a pas donné tout le plan, notamment sur le côté pollution, utilisation de l'eau, etc. Certes, les animaux, ça en consomme et ça pollue, mais ça pollue peut-être pas autant que ce qu'on veut nous faire croire. Et en tout cas, l'agriculture des plantes, hmm, bah, elle est pas loin en termes de pollution et d'utilisation de ressources non plus, si on regarde de plus près et si on se penche vraiment sur l'impact que ça peut avoir. Et côté souffrance animale, on va y aller maintenant. Côté souffrance animale, c'est indéniable qu'il y en a avec l'élevage. Ça, je ne le remettrai jamais en cause, bien évidemment. Mais premièrement, pas tous les éleveurs sont des éleveurs euh, sans émotion, sans cœur. Pas tous les éleveurs n'en ont rien à faire de leurs bêtes, et je pense que c'est même une grande minorité des éleveurs qui sont dans ce cas-là. Chaque éleveur est un être humain
qui s'occupe au mieux de ces bêtes, qui essaie d'en prendre soin parce que bah, c'est attachant ces bêtes, il est vrai. Ça fait mal de devoir les tuer pour les consommer, mais c'est finalement la loi de la nature. C'est tuer ou être tué au final. Et les éleveurs, ils font tout pour avoir des bêtes qui sont en bonne santé, qui vivent la meilleure vie possible de leur vivant. Tout simplement, même si c'est pas par bonté de cœur, c'est tout simplement parce que des bêtes en bonne santé, ça fait moins de frais de vétérinaire, ça fait moins de frais de médicaments et ça fait de la viande de meilleure qualité, des produits de meilleure qualité, et donc on peut les vendre plus cher et faire plus d'argent. Donc si on a un éleveur qui est purement focalisé sur l'argent, eh ben, il voudra que ses bêtes soient dans la meilleure santé possible. Donc il va éviter de les mettre dans des conditions absolument atroces pour avoir des produits de qualité s'il veut vraiment faire de l'argent avec ces produits-là. Et côté souffrance animale, donc je suis entièrement d'accord avec les véganes. Il y a certaines pratiques qui sont absolument intolérables, qu'on ne peut pas cautionner, qui font souffrir les animaux, et je ne soutiens pas ces choses-là, bien que je consomme de la viande. Cependant, il ne faut quand même pas oublier que lorsqu'on plante des champs, voilà, quand on fait des champs, il faut pas oublier qu'on détruit des écosystèmes, hein, parce que le champ, avant qu'on le laboure, avant qu'on y plante des choses dedans, c'était un champ tout court avec de l'herbe que vous voyez pousser. Il y avait rien dessus, quoi, à part de l'herbe, hein. Sauf que on ne voit rien dessus, mais sur cette herbe, dans la terre, etc., il y avait des milliards et peut-être même des milliards de milliards d'organismes. Et le simple fait de prendre un champ, de le rendre cultivable, ça va potentiellement entraîner la mort de milliards d'êtres vivants, que ce soit des insectes, des bactéries euh, ou autres. Ou les plantes même, les bouts d'herbe, etc., qu'on va tuer, mais on va détruire et tuer des milliards d'êtres vivants. Mais le problème, c'est que une vache, un mouton, un cochon, ça a des yeux, une bouche, ça a un corps assez massif que l'on peut voir de nos propres yeux. Et lorsque ça souffre, ces animaux-là, on peut les voir souffrir et on peut avoir de l'empathie pour eux. Mais pour les bactéries, pour tous ces insectes qui sont microscopiques, on les voit pas souffrir. Donc on peut se permettre comme ça de les détruire pour planter nos champs, etc. Donc là aussi, il y a un problème. Et là aussi, on ne donne pas toutes les informations à tout le monde. Parce que oui, d'accord, manger des fruits et des légumes et arrêter de manger de la viande, peut-être que ça pollue moins. Peut-être que ça consomme moins d'eau et peut-être que ça permet de lutter contre la souffrance animale. Mais au final, si on y regarde de plus près, il y a tous les pesticides, il y a toutes les machines agricoles, il y a tous les voyages, parce que pas tous vos fruits et vos légumes viennent de France, hein, il y en a pas mal qui peuvent venir d'autres continents, carrément, notamment pour les fruits tropicaux, etc., hein, ils poussent pas en France. Généralement, ils peuvent être... si, ils peuvent pousser sur le territoire français, mais en Guadeloupe, hein, donc c'est pas à côté, par exemple. Euh, les avocats, il y en a pas mal qui peuvent venir du Portugal. Donc ça encore, c'est pas très loin, mais ça pollue quand même de les faire voyager. Il y en a qui viennent du Chili. Euh, et donc ça, c'est pour l'aspect pollution. L'aspect souffrance animale, on vient d'en parler. Planter ces champs, ça va tuer des milliards d'êtres vivants. Mais comme on les voit pas et que on peut pas les voir souffrir, on s'identifie pas vraiment à eux et on n'a pas d'empathie. Et puis pour la consommation d'eau, c'est vrai que les champs et les plantes, ça ne draine pas des quantités astronomiques d'eau. C'est vrai que, par exemple, les avocats, au Portugal ou au Chili, ils n'assoivent pas des régions entières, pour pousser. C'est vrai qu'il y a aucun problème dans ces pays, lié à ça. Bref, il y a plein de choses qui ne sont pas dites, il y a plein d'informations qui ne sont pas données et qui font que les gens ont des jugements qui sont erronés
Et c'est pour ça qu'on essaie un peu de rétablir ces choses-là. Donc, les animaux et les humains sont en bonne santé dans la nature, à condition qu'ils mangent le régime alimentaire adapté à leur espèce. L'état naturel de la vie, c'est la bonne santé. D'un point de vue évolutif, une espèce qui se rend malade et se détruit elle-même par ce qu'elle mange ne survit pas à la sélection naturelle. Ces espèces ne prospèrent tout simplement pas. Donc, l'être humain, comment a-t-il pu prospérer s'il mange des choses qui le détruisent et le rendent malade? L'être humain est devenu l'espèce la plus dominante qu'ait connue cette planète, grâce en partie aux ères glaciaires qui nous ont forcés à devenir de purs carnivores et des chasseurs hors pair. Pourquoi le régime alimentaire qui nous a permis de nous élever et de nous développer en tant qu'espèce serait-il tout à coup mauvais pour nous? Et pourquoi des aliments qui ne sont présents que depuis à peine plus d'un siècle, comme les huiles végétales, seraient-ils tout à coup ceux dont l'homme a toujours eu besoin? Surtout quand on voit les résultats de ce changement d'alimentation sur, sur les populations actuelles qui deviennent de plus en plus obèses, diabétiques et avec des maladies chroniques dans tous les sens. Enfin, il n'y a rien qui soit dangereux pour notre santé dans la viande. Et même s'il y avait des choses, nous y serions parfaitement adaptés, vu que l'espèce a été carnivore pendant des millions d'années, permettant à l'évolution de faire son travail. Il y a en revanche des dizaines de substances toxiques pour l'homme dans les plantes, et nous n'avons que quelques adaptations pour ces toxines, car ça ne fait que 10 000 ans qu'on en consomme, et bien que 10 000 ans soit une longue période, 2 millions d'années, c'est un peu plus long tout de même, et c'est la durée pendant laquelle nous avons été carnivores, majoritairement. Donc, pour terminer cet épisode, qui est très long, je m'en excuse, mais en même temps, c'est un podcast, donc pourquoi ne pas faire des épisodes un peu plus longs? Pour terminer cet épisode sur, eh bien, la traque des macros et des calories quand on est en régime carnivore, mais pas forcément que en régime carnivore, c'est que faites confiance à ce que l'être humain a toujours fait depuis des millions d'années. Manger de la viande, manger des graisses animales, ce n'est pas ça qui vous rend malade. Les huiles végétales, le sucre sont des choses qui vous rendent malade. Les nourritures ultra transformées ou même à peine transformées sont les choses qui vous rendent malade physiquement, choses qui vous rendent malade mentalement. Et puis après, bien sûr, il y a d'autres facteurs que la nutrition. Il y a aussi le sommeil et le niveau d'activité physique qui entrent en jeu. Mais la nutrition a sa part. Combien de personnes, combien de témoignages pouvez-vous trouver de personnes qui n'ont pas changé leurs habitudes, hormis leur régime alimentaire, et qui ont constaté des bénéfices absolument incroyables à avoir fait ce simple changement, sans avoir changé et optimisé leur sommeil, et sans avoir changé et optimisé leur fitness. Là, l'alimentation, le régime alimentaire joue un rôle très important dans votre santé, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est un des 4 piliers de la santé. Merci d'avoir suivi cet épisode qui était donc, comme je l'ai dit, très long sur la nutrition aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Merci pour votre intérêt comme d'habitude dans la science et dans la santé. On se donne rendez-vous, comme toujours, le mardi à 18h pour un nouvel épisode du podcast. Et comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée.